I think in my future career, AI can be beneficial for me in different aspects. For example, it helps me to do my many repetitive work more efficiently, and it provides information and can answer questions on a wide range of topics that I'm not familiar with. Quand on parle des derniers développements de l'intelligence artificielle, je pense qu'on pense tout de suite à ChatGPT ou bien encore aux générateurs d'images. Moi, je pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose dans la mesure où leur utilisation relève très souvent de la paresse intellectuelle. Du moins, à mon sens, c'est ce que je remarque. Pour une bonne utilisation de l'intelligence artificielle générative par leurs collaborateurs, je te donnerais comme conseil aux dirigeants des grands groupes, tout d'abord qu'ils mettent à disposition justement de leurs collaborateurs des formations afin que ceux-ci puissent apprendre à se servir à bon escient de cette technologie. Et notamment, je pense, à un point qui est très important en matière de prévention et de sauvegarde des données, de sauvegarde du caractère privé de certaines informations afin qu'elles ne soient pas récupérées. Autour de BNP Paribas. Bonjour à tous les deux. Hugues Even, vous êtes Chief Data Officer de BNP Paribas Group. Agnès Tran-Pommel, People Chain Booster. Merci de votre présence. On a entendu à l'instant les dirigeants d'Airbus et tous les enjeux d'éthique, de souveraineté, de sécurité que soulève l'IA générative. On imagine que dans un secteur comme le vôtre aussi, beaucoup de questions se posent. On va essayer de voir ça ensemble. Comment, d'abord, vous êtes-vous saisi chez BNP Paribas du sujet de l'IA générative? Est-ce un sujet intégré à la data ou est-il géré de manière spécifique? Une question un peu à double entrée. Oui, effectivement, je pense qu'on a beaucoup de points communs avec Airbus, donc on va essayer de pas trop se répéter. Donc est-ce que ça a été intégré à la data? En fait, nos travaux aussi ont commencé depuis plusieurs années, peut-être pas les années 90, j'entendais, mais le début des années 2000. Puisque c'est la période où, après un long hiver de l'IA a été à nouveau adoptée en entreprise pour des usages très corporate. Et donc les premiers laboratoires d'IA ont vu le jour il y a 8-9 ans chez BNP Paribas. Et c'est un travail conjoint en fait de trois entités, la data, forcément. Et donc dans le groupe, on a tout un tas d'équipes data, et des laboratoires d'IA qui travaillent sur ces sujets-là. C'est à peu près 1000 personnes spécialisées là-dessus, dont 700 data scientists, d'autres rôles, typiquement des product owners ou des AI business analysts, sans compter toutes les populations d'analyse quantitative ou d'actuaires qu'on a aussi dans d'autres métiers du groupe et qui eux aussi ont cette compétence finalement d'adopter des IA. C'est des populations qu'on rassemble régulièrement. Donc, par exemple, on a une AI Summer School tous les ans dans le groupe, fin août, où on rassemble 3000 collaborateurs du groupe. Donc là, ça embarque les spécialistes de l'IA, plus tous les collaborateurs qui veulent s'approprier l'IA dans leur projet, qu'on forme à l'IA, qu'on éduque, qu'on acculture à différents sujets. Donc ça embarque la data à travers différentes initiatives. Ça embarque surtout aussi beaucoup l'IT. Souvent, la data travaille sans l'IT, et ça c'est vraiment un écueil qu'il faut éviter, qu'on a connu dans le groupe BNP Paribas, mais qu'aujourd'hui on résout parce que en fait on se rend compte que produire un algorithme qui fonctionne, finalement c'est pas si compliqué, et ça l'est de moins en moins avec ces IA génératives. Le plus complexe, c'est de l'insérer dans un processus opérationnel, c'est de l'insérer dans un outil, c'est de l'insérer avec des collaborateurs qui savent l'utiliser de la meilleure manière et efficacement. Et donc, l'IT est là pour ça. À la fois les infrastructures cloud, les API. On a une IT marketplace aussi qui est là pour distribuer ces produits à toutes les équipes qui veulent instancier localement une IA. Et donc voilà, la data et l'IT, c'est vraiment deux métiers qui travaillent de manière très proche. Et les métiers, puisque forcément les métiers doivent s'approprier ces problématiques. Et c'est vrai que l'émergence de l'IA générative aujourd'hui, donc on a fêté les 1 an de ChatGPT. Récemment, Gemini, l'IA de Google multimodal, est sorti. Donc on voit que c'est un contexte qui évolue très très vite et qui nécessite d'avoir une organisation, une orchestration
au sein d'un groupe aussi large que BNP Paribas, parce que il faut être capable d'orchestrer ces IA. C'est-à-dire, il n'y a pas une IA, il y a plusieurs IA. Il y a des très très gros modèles. GPT 4, c'est 400 milliards de paramètres. Gemini, c'est 1 trilliard de paramètres. Après, il y a des modèles plus petits et plus frugaux, on en parlait tout à l'heure, qui nous intéressent aussi. 7 milliards, 5 milliards, plus spécialisés. Et donc, quelque part, on ne peut pas laisser toutes les équipes isolées essayer de résoudre cette complexité. Il faut qu'elle soit résolue aux bornes du groupe et qu'elle prenne en compte tous les critères que je viens d'évoquer rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Quelles sont les premières expérimentations que vous menez sur l'IA générative et avec peut-être quels premiers résultats ? Alors aujourd'hui, on a créé une task force, groupe, dès l'arrivée de ChatGPT, pour rassembler les métiers, l'IT et la data, pour réfléchir à ce sujet. Première task force, on était 15 dans la pièce. Aujourd'hui, on est 200. Donc il y a 200 leads dans le groupe qui amènent des cas d'usage. Et les cas d'usage sont rassemblés dans une gouvernance qui valide effectivement soit les acquis techniques qu'on cherche à valider à travers ces expérimentations, soit les gains, que ce soit des gains de revenus, de coûts, ou la meilleure gestion de nos risques. Donc on a plusieurs sujets, mais peut-être la voix. La voix, c'est un sujet qui nous intéresse. On parle souvent de ChatGPT, la capacité à générer du langage, mais il y a aussi d'autres IA, par exemple Whisper, qui permet de traiter la voix avec un taux de fiabilité important, donc quelque part un taux d'erreur suffisant pour pouvoir passer en production. Et donc nous, par exemple, on opère un certain nombre de contrôles, par exemple de nos conseillers en investissement. Si un client appelle et souhaite être conseillé sur des investissements, le conseiller doit aussi s'assurer que le client a compris le produit qu'il va souscrire, a compris que performances du passé ne préjugent pas des performances futures, a pu exprimer ses préférences en matière d'investissement responsable et qu'elles sont respectées. Et ça, on a des équipes qui contrôlent finalement que ce dialogue a bien lieu avec le client. Et donc, quelque part, transcrire la voix en texte et pouvoir, sur ce texte, opérer des contrôles, c'est des choses qu'on fait. Et aujourd'hui, on a des expérimentations très concrètes là-dessus qui donnent des bons résultats. Et pourquoi je cite le texte ? Parce que la voix, c'est vraiment un champ intéressant de l'IA, parce que ça va nous permettre de digitaliser au sens avoir des supports compréhensibles et interprétables par des machines à travers des transcripts. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi travailler la satisfaction client, savoir qu'un client n'est pas satisfait, qu'une demande est en souffrance, etc. C'est des choses qu'on va pouvoir connaître en temps réel, beaucoup plus facilement. Si on veut travailler sur des rebonds commerciaux, d'analyse de topics, d'analyse de sentiments, voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir maintenant peut-être passer à l'échelle. Ça peut être un game changer vraiment pour le secteur bancaire, l'IA générative ? Oui, fondamentalement, on considère que l'IA générative, ce n'est pas un effet de mode. C'est vraiment une vague de fond qui va transformer le métier de la banque. Et le métier de la banque, il est très divers. Hein. Il y a les conseillers que vous côtoyez tous à titre individuel. Il y a la banque de marché. Il y a le crédit aux grands groupes corporate ou institutionnels, il y a l'assurance. Et ça, c'est la diversité des métiers du groupe qui réfléchit aujourd'hui à comment s'approprier ces technologies. Un autre exemple très concret qui délivre des résultats et qui va passer en production, c'est quand on vend un fonds, donc on a un métier, l'asset management, qui produit des fonds et qui les distribue à travers différents réseaux, pas que les réseaux du groupe, des réseaux partenaires aussi. À chaque fois qu'on vend un fonds, on doit expliquer la performance du fonds de manière mensuelle. Et donc ça, c'est de la génération de texte. Donc historiquement, on a des analystes qui, à travers des data points, rédigent une analyse de performance. Aujourd'hui, les IA génératives donnent des résultats très très bons là-dessus. Bien sûr, l'IA ne va pas pousser automatiquement à des clients ce genre d'analyse, mais pour l'analyse, c'est un gain de temps considérable. Quand on voit les volumes de fonds qu'on a et les volumes d'analyse de performance qu'on va faire, c'est un gain d'efficacité notable. Dernier exemple peut-être, c'est l'ESG Assessment. Donc aujourd'hui, le groupe est engagé dans une stratégie et une ambition très très volontaire de développement durable. Ça passe notamment par une analyse de nos clients sur des critères ESG.
environnementaux, sociétaux, etc. Et donc on a un questionnaire, un peu comme on avait une KYC sur des critères de conformité. Maintenant on a un assessment sur des critères ESG. C'est un questionnaire relativement long, relativement technique, qui prend du temps aux banquiers à être fait. Puis surtout c'est une activité sur laquelle on n'avait pas d'historique d'apprentissage, parce que c'est une activité nouvelle. Et aujourd'hui on arrive en poussant dans le contexte d'un prompt, un rapport RSE d'entreprise à remplir automatiquement cet assessment ESG, et après le banquier va gérer les exceptions, les erreurs et passer du temps dans le dialogue avec le client pour mieux comprendre sa transition, sa stratégie vers une trajectoire neutre en carbone. Et donc tout ça, c'est des exemples très concrets où on peut à partir de données générer du langage, la performance d'un fonds, à partir d'un support non structuré, un rapport RSE, extraire des données sur le ESG Assessment ou exploiter la voie sur des contrôles. Agnès Strahm-Pommel, on voit bien toutes les nouvelles opportunités. Comment accompagnez-vous cette transformation auprès de vos collaborateurs? Oui, alors, comme le disait Hugues, ce n'est pas un sujet nouveau. On peut s'appuyer sur une communauté qui existe, animée par l'équipe d'Hugues et Hugues, bien sûr, donc 3000 personnes. On a aussi un catalogue de formation qui est ouvert à l'ensemble du groupe. Qui va des notions les plus élémentaires pour comprendre les fondamentaux de la data, du développement, à des modules un peu plus experts autour du machine learning. Et cette animation, ce socle d'experts est extrêmement précieux parce qu'on voit bien qu'avec la démocratisation des modèles de langage, des modèles conversationnels, ça va toucher l'ensemble du groupe. Il va falloir que l'on passe à l'échelle. Et ça, donc, ça veut dire que ça embarque les 175 000 collaborateurs du groupe. Et là, au niveau de la RH, on a un vrai sujet d'embarquer l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on a mis en place un groupe de travail, bien sûr avec les équipes data, avec les équipes IT, avec les business et les fonctions, et puis avec la RH. Et donc là, on va capitaliser sur plusieurs leviers. Le premier levier, bien sûr, et on en a parlé, je pense qu'on va continuer à en parler, c'est la formation. Et dans la formation, on peut prendre 4 angles. Le premier angle, ça pourrait être autour de tout ce qui est démystification. Il faut expliquer à nos collaborateurs, à tous les collaborateurs, ce que sont les modèles de langage, qu'est-ce qu'ils apportent, comment BNP Paribas les utilise dans son quotidien, qu'est-ce que ça peut changer dans le travail au quotidien des collaborateurs. Et ça passe par des séries de conférences, d'interviews. Hugues et son équipe sont très sollicités, je ne vous le cacherai pas, ils interviennent régulièrement. Donc ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a de l'inquiétude des collaborateurs sur ces sujets, sur l'arrivée de l'IA générative. Ils se posent des questions, oui, bien sûr, comme toute transformation. Et la deuxième chose, le deuxième angle, c'est tout ce qui est la science du prompting. On sait que les collaborateurs vont utiliser les modèles conversationnels dans leur travail de tous les jours. Donc, il faut leur apprendre à prompter, à rédiger une invite au langage, au modèle de langage. Et ça, il y a un module qui est en cours de création et qui sera diffusé auprès des collaborateurs. Le troisième axe, qui est l'axe do et don't. C'est important aussi de donner et d'expliquer aux collaborateurs les règles. Qu'est-ce qui peut être fait, avec quel outil, dans quel cadre, quelles sont les précautions à prendre aussi. Et donc, ça fait partie aussi des formations. Et le quatrième point, ça va être dans le cadre des use cases qui sont en cours de déploiement. On va identifier comment l'IA générative va être utilisée dans certains business et il va falloir travailler avec les métiers pour mettre en place des formations spécifiques parce que bien sûr, un conseiller clientèle n'utilisera pas l'intelligence générative comme un développeur informatique ou comme un collaborateur de la compliance qui doit analyser un dossier. Donc ça, c'est toute la partie formation qui est très importante. Mais il ne faut pas s'arrêter à la formation. La formation, c'est une transformation individuelle. Il faut aussi travailler cette transformation collective, donc qui est plutôt un changement culturel sur lequel on a déjà commencé, grâce notamment à cette communauté de 3000 doers. Il va falloir embarquer les managers, les leaders autour de ces sujets.
Et donc voilà, on s'y attelle, et c'est donc bien une combinaison de communication pour toucher le all staff, de formation pour faire monter en compétences et d'activation de nos différentes communautés, les communautés de spécialistes, mais aussi les managers, les talents, voilà, pour aller diffuser au plus près des collaborateurs ces nouvelles pratiques. Alors BNP Paribas s'est fixé des objectifs de neutralité carbone. Est-ce que ces objectifs peuvent être mis à mal par l'arrivée de l'IA générative? C'est ce sujet qui se pose. C'est effectivement un enjeu important, hein. C'est des modèles qui sont très énergivores. Donc effectivement, on s'attache à aborder le sujet avec frugalité. Le premier sujet, c'est qu'on n'a pas décidé de développer un modèle fondation. Un modèle fondation, c'est vous entraînez votre propre LLM parce que vous jugez que vous avez absolument besoin d'un modèle complètement spécialisé sur vos propres données, vos propres langages, etc. Aujourd'hui, on a différentes expérimentations qui nous donnent des performances suffisantes à un prix abordable pour ne pas avoir à réentraîner from scratch un modèle fondation. Et on voit bien que c'est ces phases d'entraînement finalement qui sont les plus intensives en matière de consommation énergétique. Ensuite, j'expliquais l'orchestration des différents modèles. C'est un peu à la manière d'Airbus. Il n'est pas question d'avoir un seul modèle très très gros pour traiter toutes les problématiques. Il faut vraiment qu'on ait des modèles de taille moyenne et de taille plus petite qui nous aident à traiter des tâches plus spécifiques. Tout ça à travers une orchestration. Finalement, c'est un arbre de décision qui, en fonction de la spécificité, vient taper tel ou tel modèle. Donc ça c'est important. Ensuite, on a aussi des critères. On organise par exemple des hackathons, enfin des Kaggle ou des challenges de data scientists dans lesquels finalement on fait concurrencer différentes équipes de data science du groupe sur une thématique commune. Et dans les critères qu'on utilise pour choisir finalement le meilleur algorithme, on prend aussi en compte la consommation énergétique. Et donc ça veut dire aussi que dans la charte qu'on fait signer par nos data scientists, ce critère environnemental, il est présent. C'est-à-dire que le meilleur algorithme, c'est pas seulement celui qui donne le meilleur résultat, c'est aussi celui qui est le moins énergivore. Et donc, au quotidien, tous nos data scientists ont cette problématique à l'esprit de faire des algorithmes qui sont très peu consommateurs d'énergie. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage. Merci. Dans un instant, c'est une première start-up qui viendra nous montrer comment l'IA générative peut doper l'image de la culture d'entreprise.